Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce lundi, après 2 mois de négociations, l'opposition mauritanienne ne parvient toujours pas à s'entendre sur une candidature unique pour la présidentielle de 2019 à un scrutin prévu à la mi-juin, mais dont la date exacte n'a pas encore été dévoilée. Au programme également la 16e édition de l'Omuirero au Rwanda, une retraite des autorités pour réfléchir aux voies et moyens d'accélérer la mise en œuvre des priorités nationales. Et puis zoom sur le concours de plaidoirie Défends ta démocratie au Bénin, un concours qui vise à éveiller ou à réveiller la conscience citoyenne sur les nouveaux défis de la démocratie. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, Monsieur Armand Hiré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir à partager, content d'être sur ce plateau. Face à vous, un journaliste également, Monsieur Précieux Rodrigue Vossanoudé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Avec à vos côtés, Monsieur Ibrahima Keïta, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes consultant en communication et président de Chapter ESSEC. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'accueil. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les réunions se succèdent, mais toujours pas de consensus. L'option d'une candidature unique de l'opposition mauritanienne à la présidentielle de juin 2019 a été retenue, mais après des semaines de discussion, aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Notons que 2 candidats sont d'ores et déjà officiellement déclarés à ce scrutin. Il s'agit de Biramda Abeid de la coalition Ira Sawab et de Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ould Mohamed Ghazouani au nom de la majorité présidentielle. Monsieur Hiré, comment analyser cette incapacité de l'opposition mauritanienne à trouver un candidat unique? Bon, je pense que c'est la plaie aujourd'hui véritablement en Afrique au niveau de toutes les oppositions. Vous savez, on sort par exemple d'élections au Cameroun où l'opposition n'a pas su faire une synergie autour d'une candidature unique. C'est la même plaie aujourd'hui en Mauritanie. Maintenant, pour parler spécifiquement de ce pays qui a une particularité que nous savons tous ici, c'est celle de l'esclavage et autres. Je pense pour ma part que, ce n'est pas des leçons que je donne, mais les Mauritaniens gagneraient vraiment au niveau de l'opposition à s'unir pour aller contre le général Ghazouani qui lui est on va dire un véritable pion du pouvoir actuel. En tout cas, ils sont d'accord sur le principe. Ils sont d'accord sur le principe, sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur le choix des personnes. Je pense qu'ils avaient positionné l'ancien Premier ministre, un ancien Premier ministre d'ailleurs, pour aller face au général Ghazouani. C'est ça, c'est Ghazouani, non? Ghazouani. C'est Ghazouani. Ghazouani, pour aller face au général Ghazouani. Il faut juste tenter ce consensus-là, mais je pense qu'ils ont encore du temps. Hein. Les élections, c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois. Ils ont encore du temps. Ils pourront, à mon humble avis, j'ai parlé tout à l'heure même en offre à un opposant mauritanien à qui je demandais mais pourquoi est-ce qu'il y a un souci à ce niveau. Il m'a dit que les négociations se poursuivent et que d'ici quelques temps, un an pourrait être dégagé. Je pense que c'est la presse qui va vite en besogne. Les négociations se font, mais la presse va vite en besogne. Dès qu'il y a un couac, on bondit tout de suite pour dire qu'ils ne se sont pas entendus, même si je pense qu'ils finiront pas s'entendre. Ma foi, moi, je pense que la presse tire la sonnette d'alarme parce que ce qui se passe en Mauritanie, c'est quoi? En fait, l'opposition juste là n'a pas véritablement réussi à choisir, à désigner un candidat parce que c'est 2 aspects qu'il faut prendre en compte plutôt, peut-être. L'ancien Premier ministre qui a été désigné, soutenu par le parti de Salek Sidi Mahmoud, vice-président du parti islamiste Tamassoul, peut-être que c'est un pion que le gouvernement, la majorité en place, le gouvernement en place a su glisser dans l'opposition parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier quelque chose, si nous sommes, c'est un jeu politique et si on permet à l'opposition d'être unifiée, de
désigner un candidat, peut-être au regard de la gouvernance actuelle du régime en place, il ne faut pas gagner les élections. Donc, du coup, il faut faire une politique, il faut faire une politique politicienne en glissant des pots de banane à l'opposition, quitte à ce que... Non, c'est une analyse. C'est une analyse. Non, en fait, ce n'est pas des supputations, ce sont des analyses pour quand même aboutir à une conclusion, parce que, comme vous venez de le dire, il est encore temps, nous avons encore le temps pour que l'opposition puisse faire des conciliabules, histoire de trouver un candidat consensuel. Mais déjà, il faut partir du fait que le candidat, l'ancien Premier ministre qui est désigné par le parti majoritaire, le mouvement majoritaire, n'est pas accepté par les autres ensemble, parce que les autres sérails politiques disent nous ne sommes pas d'accord avec lui parce qu'il n'a pas toujours fait l'opposition. Donc, du coup, on ne peut pas donner notre aval à ce dernier pour briguer la magistrature suprême. Donc, je crois, ma foi, que l'opposition a encore le temps de penser sa plaie, de faire des conciliabules, de s'entendre sur préalable, histoire de trouver un candidat consensuel pour affronter l'autre. Maintenant, deuxième aspect, permettez-moi de finir s'il vous plaît rapidement. Le deuxième aspect auquel j'ai pensé, c'est quoi? Ça peut être aussi une stratégie de l'opposition, s'il n'arrive pas à trouver de consensus, de désigner chacun un candidat pour aller, comme ça s'est passé, je suis béninois, je prends l'exemple du Bénin avec Talon, où tous les candidats sont partis aux élections face aux candidats de la mouvance, et s'ils n'arrivaient pas à franchir le Rubicon des 50% pour passer au premier tour, l'ensemble des candidats se regroupent derrière. Des alliances au second tour. Voilà, oui, mais justement, il y a un danger qui plane. Et si la pluralité des candidats de l'opposition ne les emmène pas au deuxième tour? C'est ce que je dis. C'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Je n'ai jamais dit que c'est ça qui est d'emblée. Monsieur Keïta, pour vous, une opposition comme ça en rang dispersé a des chances face aux candidats de la majorité? Non, certainement pas. Que ce soit la Mauritanie, on a vu le cas effectivement au Cameroun, on a vu le cas au Mali, on a vu le cas dans certains pays dans lesquels il y a eu des élections présidentielles. Et ce qu'il faut retenir, tout en étant très pragmatique, pratico-pratique, au-delà des stratégies qu'on peut imaginer. Tout d'abord, le président sortant est toujours favori. Il détient les leviers du pouvoir, donc il peut mener à sa guise, je dirais, faire sa campagne aux frais d'ailleurs de l'État, des contribuables, et effectivement, et par tous les moyens affaiblir cette opposition-là. Ça, c'est du côté du président sortant. Au sein de l'opposition, il y a des problèmes très souvent, ça a été évoqué, et notamment concernant le cas de la Mauritanie, mais dans pas mal de pays africains, des problèmes d'ordre tribaux, ethniques déjà. Il y a ce côté-là qu'on ne peut pas occulter. Il y a également des problèmes, et ça c'est la nature humaine qui est ainsi, des problèmes d'ego. Donc tout le monde veut être le chef de file de cette opposition-là. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il n'y a pas eu de consensus pour trouver le candidat idéal pour les conduire. Et donc moi ce que je suis amené à penser, contrairement à mes deux amis ici présents, je ne pense pas que le temps soit leur meilleur allié. 2 mois c'est très court, ça va passer très vite. Et je pense qu'il faut que s'ils veulent vraiment, et s'ils ont tous cette réelle sincérité de pouvoir effectivement assurer l'alternance, je pense qu'il faut très rapidement qu'ils trouvent une solution pour effectivement désigner le candidat qui sera le plus consensuel s'ils veulent réellement que l'alternance soit au rendez-vous à l'occasion de ces élections présidentielles. Voilà un petit peu mon analyse des choses. Mais dans ce cas, à vous suivre, j'ai comme l'impression que le jeu est plié d'avance, parce que si tant est que le président en exercice est majoritaire, il a la carte blanche pour pouvoir aller aux élections. Dans ce cas précis, je ne dis pas que le président n'est pas candidat aux prochaines élections. Ah ben, en plus, bon, voilà. Non, mais c'est un frère d'âme, c'est un frère d'âme à lui qui est candidat. Alors attention. Ghazouani est dans sa poche depuis pas mal de temps. C'est le chef d'État. Il a été chef d'État-major. Et puis ils ont fait l'armée ensemble. C'est son ami. C'est son ami. Donc ce qui veut dire que il ira en campagne, comme c'est en Mauritanie. Nous tous nous savons ce qui se passe là-bas. Il ira en campagne avec les moyens de l'État. Et donc pour cela, il faut vraiment une opposition consensuelle. Mais là, il a forcément son dauphin. Il ne se présente pas, mais il a forcément son dauphin. Non, mais justement, c'est le chef dauphin qu'on parle. Et voilà. Il y a le général Ghazouani. Voilà. Et donc par rapport à ça, je veux dire, c'est un petit peu Ghazouani sans Ghazouani un petit peu, en quelque sorte. Même s'il venait à ne plus accéder au pouvoir, je veux dire, on l'a vu un petit peu avec le cas au Zimbabwe, lorsque
l'ancien président. Le Mamba Noir, ou bien Robert Mugabe. Non, Robert Mugabe, lorsqu'il a quitté le pouvoir, la personne qui l'a remplacé, c'était un petit peu faire du Mugabe sans Mugabe. Donc c'est un petit peu, je dirais, un cas à peu près similaire de ce qui risque de se passer, à la seule différence que Mugabe n'est plus de ce monde, lui est toujours en vie. Voilà. Encore que en Mauritanie, l'autre aussi a le vent en poupe, l'ancien Premier ministre qui est désigné par le mouvement majoritaire. Je veux parler de Sidi Mohamed Boubacar. Et lui aussi, il est apprécié par le peuple, sauf que c'est au niveau des sérails politiques que les relents... Évidemment, pour rebondir là-dessus, les Mauritaniens, évidemment, tous ceux qui sont dans la plateforme de l'opposition, les plus outils ont décidé, si en blocage, de se référer aux intentions de leur parti. Donc, quoi qu'il en soit, on va passer à un système peut-être de grands électeurs finalement qui pourront désigner un candidat unique. C'est pourquoi je dis, ils ont 2 mois. Ils ont 2 mois et la solution à portée de main pour eux, à mon humble avis. Alors, je voudrais très rapidement qu'on s'intéresse au profil qui compose cette opposition mauritanienne. Vous avez parlé de l'ancien Premier ministre, mais y a-t-il justement dans cette opposition à l'heure actuelle un leader suffisamment charismatique et qui ait suffisamment de poids électoral pour faire face à ce général Ghazouani qui aujourd'hui semble très apprécié puisque son discours, justement son premier discours en tant que candidat a plutôt séduit. Monsieur Keïta. Non, moi je pense que... alors, je vais imaginer un petit peu, parce qu'il y aura toutes sortes de scénarios qui pourraient sortir de ce qui va se passer d'ici 2 mois. Le président qui dit ne pas se présenter peut être à un moment donné plébiscité et se présenter, parce que je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il l'ait annoncé officiellement. Si, c'est non, en fait, c'est la Constitution qui ne lui permet pas de briguer un 3e mandat. Donc, du coup, il n'a même pas le choix de se clipser. Attention, il est obligé attention, on a le cas de... Il a renoncé à toute modification. Le clan présidentiel ou bien le parti présidentiel a désigné son candidat, qui est le général Ghazouani en question, et qui a tué à toi avec l'actuel président. Pour rebondir sur votre question... je voulais juste répondre à la question, parce que je n'ai pas tout à fait répondu. Je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, compte tenu effectivement de la sociologie effectivement mauritanienne, je dirais aujourd'hui, il faut un président qui soit fédérateur. Un président qui soit fédérateur, qui puisse effectivement... Parce qu'il y a ce problème-là, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a quand même ce problème-là d'un traitement inégal au niveau des ethnies, je veux dire, qui malheureusement fait très mal à ce pays-là pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et je pense qu'il faut d'abord qu'il soit fédérateur et il faut effectivement qu'à un moment donné qu'il puisse sortir un projet innovant pour effectivement, parce qu'on sait quand même que la Mauritanie est un pays quand même extrêmement pauvre, et sortir effectivement un projet qui puisse être séduisant pour les populations actuelles. Je pense que c'est cela, mais après je conclurai en disant tout simplement qu'il n'en demeure pas moins que, une fois de plus, même si, ce que je ne savais pas, que le président sortant ne se représente pas, je pense qu'il va quand même tirer les ficelles, il va faire en sorte effectivement il va faire en sorte d'arriver à ses fins, et d'arriver à ses fins, c'est de faire en sorte que celui qu'il souhaite arriver au pouvoir puisse l'être dans 2 mois. Monsieur Hiré. Oui, ce que je vous ai dit par rapport à votre question, est-ce qu'il y a des personnalités charismatiques? C'est vrai qu'on n'a pas totalement... Avec suffisamment de poids électoral. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas, si vous voulez, une vue d'ensemble réellement large de la vie politique mauritanienne. Mais par contre, il y a des individualités. Le nom m'échappe, mais le candidat qui s'est déjà annoncé comme... le général ou bien celui de l'opposition? Le parti anti-esclavagiste. Lui, il a pour nom, c'est... Monsieur Biram Oulda Abeid. Voilà. Biram Oulda, voilà. Lui, par exemple, il aurait pu fédérer autour de lui pas mal de personnes. Maintenant, il y a un aspect à prendre en compte en Mauritanie. Le responsable du parti esclavagiste, il faut dire les mots comme il se doit, il est noir. Donc, absolument, il y a un souci majeur parce qu'aujourd'hui en Mauritanie, il ne faut pas qu'on se le cache, les Noirs ne sont pas véritablement dans les cercles de décision. Et sociologiquement, il y a un blocage au niveau de l'ensemble des Mauritaniens d'accepter que quelqu'un de couleur comme la nôtre puisse accéder à la magistrature. De peau noire, je n'accepte pas la couleur. De peau noire. Puisse accéder à la magistrature, de peau noire pour te faire plaisir, puisse accéder à la magistrature suprême. Donc, mais il y a déjà un candidat déclaré qui est assez charismatique et qui force quand même les choses. Maintenant,
Seulement, est-ce que lui, il ne fait pas partie de l'opposition traditionnelle dont on parle ici? C'est la grande question qu'on doit se poser. Ce que moi je pense parfois, on a un candidat, moi je ne sais pas pourquoi Saleh Sidi Mahmoud, le vice-président du mouvement majoritaire de l'opposition, lui ne peut pas se représenter. Lui, il serait candidat et puis l'ensemble des partis de l'opposition pouvaient le soutenir. Mais je ne sais pas pourquoi il tient coûte que coûte à ce que l'ancien Premier ministre Sidi Mahmoud et Boubacar soit le candidat de l'opposition parce que lui, il soutient fermement. Mais la décision ne vient pas de lui seul, justement. Il ne la prend pas de manière unilatérale. Après avoir consulté, lui, sa base, et que lui, il soutient fermement ce candidat. Pendant ce temps, les autres partis... On a une coalition de partis, en fait. C'est-à-dire c'est l'ensemble de l'opposition mauritanienne qui doit désigner un candidat pour affronter... Et c'est ce que les autres partis n'ont pas accepté. C'est ça qui amène même le bras de fer entre les partis de l'opposition. Mais en fin de compte, ils ont une solution de repli. Ils ont une ultime solution. Donc, disons, un plan B. Mais pendant ce temps, ce que vous ignorez, le parti, le candidat de la majorité a tout le temps le vent en poupe. Il travaille sur le terrain. Pendant ce temps, les autres, ils vont se concentrer à résoudre leur quiproquo entre eux. Ils ne vont pas travailler sur le terrain pendant ce temps. C'est pourquoi ce plan B là, qui, à mon avis, est d'une sagesse assez judicieuse, ils ont dit, si dans peu de temps, on n'arrive pas à dégager un consensus, chaque parti se tourne vers ses instances. Alors, messieurs, je voudrais qu'on évolue un petit peu dans le débat. Les partis de l'opposition mauritanienne aujourd'hui, ainsi que la société civile, ont réclamé un audit du fichier électoral et demandent une refonte d'une commission électorale qui, à l'heure actuelle, est composée uniquement de membres de la majorité et de l'opposition dite modérée. Monsieur Keïta, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour une présidentielle transparente au mois de juin en Mauritanie ? L'initiative est à saluer. Est-ce que cela suffira? J'en doute. Je pense que, une fois de plus, en Afrique, on aura beau essayer de créer toutes les conditions, il y a toujours des paramètres qui faussent la donne. Donc, je suis, pour ma part, perplexe. C'est à saluer, c'est une bonne décision. Audit, oui, pourquoi pas. Opposition, majorité, tout le monde autour de la table. Mais je pense que... Je suis perplexe, je ne suis pas convaincu que tout cela suffise à faire en sorte que ça puisse se faire de façon transparente et dans les temps, tout simplement. Je voulais abonder dans le même sens que lui pour dire que le temps n'est pas tellement favorable à un audit actuellement parce que ce n'est pas à environ 60 jours des élections qu'il faille faire d'audit pour revoir. Peut-être pendant qu'il y avait la convocation du corps électoral où ils étaient pour qu'on ne puisse pas revoir un peu le système de la composition de leur Sénat ou bien faire l'audit. Et c'est lors des élections, maintenant qu'il faut penser à cela. Moi, je crois qu'il ne faut pas évoquer des aspects qui, ma foi, sont utopiques. Donc, là, il s'agira de mouiller le maillot sur le terrain, il s'agira de partager sa vision sur le terrain, faire comprendre le programme d'action, déjà passer l'étape de choix de candidat et puis aller sur le terrain, histoire de convaincre la population parce que, quoi qu'il arrive, quelle qu'en soit la composition de la Sénat ou bien de la CENI, je ne sais pas, je n'ai pas souvenance de leur... c'est la CENI. Je ne sais pas la composition. Si vous mouillez le maillot sur le terrain et si c'est vous qui êtes majoritaire, quelle qu'en soit la composition, si c'est flagrant, vous passez. C'est pas évident. Et c'est ce qui me fait sourire. Moi, intérieurement, j'ai envie d'éclater de rire parce que, sauf que je suis sur un plateau de télé, donc je modère un peu. Vous savez, les Africains, ils pensent que les élections, c'est la panacée ou le baromètre d'une bonne démocratie. Alors qu'une bonne démocratie, les élections sont juste une étape. Mais pour arriver à ces élections, il faut des règles, et de très bonnes règles. Tant qu'on n'aura pas des règles, de bonnes règles en Afrique, on va toujours assister à des élections bâclées. Mais ce n'est pas la veille des élections qu'il faut instaurer les règles. Ce que je veux dire, c'est que je suis peut-être pas d'accord avec vous, ou bien peut-être d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est l'immaturité des oppositions en Afrique, qui ne déposent pas le pied au plancher pour dire que nous, tant que les règles ne sont pas établies, nous, on ne va pas à des élections. Parce que, quoi qu'il en soit, vous aurez une CENI,
on vous aura voté à 100%. S'il y a une proclamation de résultats faite par des personnes qui sortent de l'ensemble du pouvoir, on a vu au Congo, attendez, dites-moi, on est sur un plateau aujourd'hui de télévision, on parle au monde entier. Qui a gagné réellement les élections au Congo? Mais ça, nous ne faisons pas partie. C'est un autre débat. Non, on ne fait pas partie justement de la commission électorale pour définir. La commission électorale a défini celui qui a gagné les élections. Simplement parce qu'il y a une commission. Mais par contre, au Bénin, Yaya a organisé les élections, c'est Talon qui est passé. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Parce que le Bénin, c'est une nation démocratique. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. À tout de suite.